Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de la conférence de Daniel Capitanou, L'abandon de la pensée théiste, le retour du balancier. Ça veut dire que si vous n'avez pas écouté la première partie, allez le faire immédiatement et ensuite, venez vous rejoindre à nous pour écouter celle-ci et vous écouter une nouvelle émission de Sans détour sur la chaîne Vers Jésus. Daniel, j'ai une question pour toi. Là, on parle de l'abandon de la pensée théiste. On se situe où à peu près dans le balancier à ce moment-ci? Oui, donc on a eu 2000 ans de théisme. Cela nous a amené dans l'autre extrême qui est la pensée matérialiste et naturaliste. On est d'un extrême à l'autre. Dans le théisme, tout est justifié par Dieu. Ça, c'est un extrême. Un autre extrême, c'est que non, tout est venu par hasard. Deux extrêmes. Okay? On perçoit les lois de la nature comme étant orientées toujours vers un progrès. Et ce progrès amène de l'amélioration. Toujours quelque chose de plus en plus bien fait. Et regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez les effets du progrès. Le progrès, c'est quelque chose de bon. Bon, alors c'est ça l'air de temps. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde en studio. On est encore tout le monde ici présent ensemble. Daniel Capitanou, merci et bonjour. Merci, bonjour. Et Marc Vicuna également. Merci, toujours un plaisir. Vous êtes tous les deux, je le répète, membres du ministère Harmonie, Sciences et Foi. Et on a le lien dans la description pour en apprendre plus à propos de votre ministère. Et on est toujours accompagné de Sébastien Roy-Lavallée. Bonjour Sébastien. Et le concept est le même, dans le fond, on continue finalement. On est à la deuxième partie de la conférence, l'abandon de la pensée théiste et le retour du balancier. Donc là, on est en train de tranquillement s'en aller d'un côté vers l'autre pour voir si éventuellement ça va revenir. Oui. Pour résumer un peu la première partie, on a investigué un peu ce qui s'est passé à travers l'Antiquité avec quelques théories qui étaient en vogue. On parlait de l'atomisme versus la théorie des 4 plus 1 éléments qui était en conflit, et l'aristotélisme avec la théorie des 4 éléments ont mis à l'écart la théorie des atomistes qui est vraiment celle que la science a retenue aujourd'hui sur la base des preuves vraiment consistantes. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est concernant la théorie géocentrique, ça veut dire la Terre est au milieu de tout, elle ne bouge pas, elle est fixe et tourne autour d'elle. C'était la théorie en vogue. C'était une théorie qui, à ce moment-là, était très intuitive, très normale, très naturelle. On a vu les raisons qui ont fait expulser du monde académique le concept de l'héliocentrisme. On ne voulait même pas avoir affaire parce que l'héliocentrisme n'était pas capable de répondre à des questions qui étaient légitimes. On n'avait pas de questions, donc on a jugé bon de ne pas en tenir compte. Malgré le fait que la dernière fois, la dernière discussion qu'on a portée, c'était autour de, je m'excuse, c'était autour de ce monsieur, Séleucos de Séleucie, qui aurait réussi finalement à battre le modèle de Ptolémée, qui était géocentrique, et à essayer de faire la promotion du modèle héliocentrique qui met le Soleil au milieu de tout le système solaire. Mais étant donné que l'inertie du monde scientifique était déjà enclenchée, mise en marche, le poids qu'une petite Séleucos de Séleucie dans le fin des Dirac d'aujourd'hui a fait en sorte que même les écrits n'ont pas résisté jusqu'à aujourd'hui, fait qu'on sait par des petites allusions ici et là que lui il aurait réussi à faire ça, mais à ce moment personne n'a prêté oreille. Jusqu'au moment où, en milieu du Moyen-Âge, peut-être même vers la fin, un certain Nicolas Copernic, qu'on appelle aujourd'hui, mais avec son vrai nom, Nicolae Copernicito, c'est avec ça qu'il signe, mais que ce soit Copernici ou bien, peu importe. C'est un Polonais.
il va dire dans son manuscrit, il va écrire que Philolaus croyait à la mobilité de la Terre, et certains disaient que même Aristarque de Samos était de cet avis. Et j'ai trouvé d'abord que chez Cicéron et Nicetus pensaient que la Terre se mouvait. Plus tard, j'ai retrouvé aussi chez Plutarque que quelques d'autres ont également eu cette opinion. Maintenant, ça c'était dans le manuscrit. Ce qui a vu la lumière de la presse, le mot d'Aristarque a été égaré. Pour quelle raison? Ben, vous ne mettez pas Aristarque à côté des Philolaus pour des grâces. Hein? Vous ne faites pas ça. Surtout quand on s'en va dans un monde catholique qui avait horreur de tout ce qui concerne le modèle héliocentrique. Alors on reste juste sur l'idée que la Terre bouge un petit peu, quand même, pas trop, pour pas faire trop de vagues, pour pas fâcher le clergé de l'Église catholique. Alors, dans le modèle héliocentrique, on s'exprimait à la genre, c'est une théorie, on discute. Elle n'est pas coulée en béton, c'est pas nécessairement que c'est la vérité, mais mettons que on met le soleil en milieu de tout ça. Qu'est-ce que ça donnerait? Hein? Alors on fait les calculs. C'est sûr qu'avec les instruments de Copernic, les choses vont pas nécessairement bien parce que les mesures prises ne matchent pas toujours avec la réalité. Donc du point de vue mathématique, c'est dur. Hein? L'instrumentaire n'est pas au rendez-vous. Ce qui met des bâtons dans la roue. Mais pourtant, les gens commencent à discuter. Okay? Tout d'abord, Copernic a eu la sagesse de publier posthume son ouvrage pour ne pas avoir le même traitement dont Galilée aurait eu droit un peu plus tard. Alors, ça c'est une chose. Une deuxième chose, il a confié ça à des amis qui étaient, attachez votre sucre, ils étaient des protestants. Alors, ils couchaient avec l'ennemi. Hein. Ça, c'est un deuxième point contre ces genres d'hérésie dans le plein Moyen-Âge. Vous faites pas ça. Alors, les protestants, ils étaient guère mieux que les catholiques de ce point de vue. On a Mélenchon qui a commencé à dénoncer ce genre de choses. Il dit, les scientifiques de nos jours, il met un élément aussi léger que le soleil au centre de tout. Voilà à quoi la folie de ces gens le mène. Hein? Peut-être c'est pas ces mots, mais c'est un peu l'esprit. Oui. C'est dans le monde protestant, ils n'étaient pas. Donc, on ne peut pas dire que. Il y en a certains qui vont dire, là, c'est l'Église, que ce soit protestant, que ce soit catholique, c'est tous dans le même mode, ils gagnent. OK? En oubliant que, dans le fond, la question n'est pas le christianisme. La question, c'est que le christianisme a couché avec les scientifiques de leur jour, les meilleures théories. Bon, c'est sûr, ils ont fait la gaffe d'inclure ça dans leur dogme. J'espère qu'ils vont avoir à apprendre de ça, parce que c'est pas ça qu'on fait. Okay. La science d'aujourd'hui est passagère, les théories sont passagères, sont des passages, tandis que la révélation est éternelle. On met les trucs. Et la révélation, elle ne s'occupe pas des choses aussi terre à terre. Elle s'occupe des choses beaucoup plus importantes. Oui, parce que ça va avoir des répercussions malheureuses éventuellement, justement, quand on va abandonner tout ce qui est religion, on va abandonner même, en fait, beaucoup plus qu'on aurait dû, ou ce qui aurait été souhaitable. Parce que la divinité est plutôt concernée avec les mauvais traits de caractère, avec la nature déchue, plutôt que les connaissances des individus. Alors, il faut régler un peu les choses dans la bonne ordre. Puis, en plus, on a donné la sagesse assez importante à les humains, laissons se débrouiller avec. Hein. Et ils ont voulu l'indépendance, qui se débrouille avec. On peut souligner particulièrement le fait que Copernic apporte une théorie qu'on connaît depuis très longtemps, comme on voit dans les Écritures, mais
Pourtant, cette théorie-là, elle est particulièrement connue dans les écoles, etc., de Copernic. Pourquoi? Parce qu'elle arrive à une époque où, justement, il y a un peu plus cette fatigue-là du christianisme dogmatique, de cette erreur-là que l'Église a fait de prendre la science comme vérité absolue. Et on voit un peu comment on peut changer un principe scientifique vers une autre théorie, c'est quand justement la population, l'existence des protestants même, est signe qu'il y a une certaine fatigue par rapport au dogme présent et donc une progression dans la science. Oui. Bon, écoutez, on peut aller plus loin en disant que c'était juste une discussion. On faisait ça comme entre amis. On ne fait pas trop de bruit. On ne va pas aller contre les doctrines, les dogmes, contre le pape. On est des bons catholiques, quoi. On discute. Alors, comme le christianisme aimait beaucoup l'aristotélisme au point de l'intégrer dans ses dogmes, on a eu, avec le paquet qui vient, le cadeau que l'aristotélisme fait au christianisme qui était en amour de lui. Alors, il vient au paquet avec le géocentrisme, avec la théorie des sphères célestes, où Aristarque de Samos, avec son héliocentrisme, est mis à l'écart. C'est un hérétique. On a la théorie des sphères célestes de Platon, où le monde sublunaire est imparfait, où le monde de la Lune est au-delà de ce qui se trouve de la Lune. Tout est parfait, dans des trajectoires, dans des formes. Tout corps céleste tourne autour de la Terre. Comme c'est beau, comme c'est parfait. Alors, tout était beau, tout était parfait, jusqu'au moment où certains monsieur qui avait l'air un peu entrepreneur, qui était un man-made, l'individu qui a construit son propre destinée, qui a fait sa place, qui avait une famille, était un familiste, lui. Alors, fallait travailler fort, c'était une capacité, un individu formidable au nom de Galileo Galilei, qui est un bel nom, le Galilée, formidable. Alors, le truc que vous voyez devant ses yeux, c'était une chose que les Hollandais, des méchants protestants, ils ont inventé, l'invention du diable. Qu'est-ce qu'ils faisaient ce genre de trucs? Ils rapprochaient des choses. Comme ça se peut pas. Alors, les Hollandais ont fait ça parce qu'ils étaient des navigateurs. C'était bien pratique de l'avoir sur un bateau pour voir si les pirates s'approchent. C'était bien pratique de l'avoir si vous étiez un gérant d'une porte, voir si la marchandise qu'on attend depuis longtemps ça rapproche. Est-ce que le vaisseau qui se rapproche c'est un vaisseau ennemi, ou bien c'est le marchand qu'il fallait qu'il vienne depuis quelques semaines puis tard. Galilée il prend ça, il dit faisons quelque chose de plus gros. Alors il va retravailler les lentilles, il va faire un peu plus gros. Alors il ne va pas utiliser ça pour la marchandise. Bon, il va faire cadeau ça à un Dodge et avec ce cadeau il va obtenir un poste à l'université. Smart le bon nom. Alors au lieu de regarder, je ne sais pas, les gars qui se querellent dans la rue, la voisine, ou bien, je ne sais pas, le coucher de soleil, il va tout simplement tourner ça vers la Lune. Et horreur, la Lune, regardez, elle n'est pas parfaite, mais pas du tout. Est-ce qu'Aristarque tout est trompé? Pardon, est-ce que Aristote, est-ce que tout est trompé? Oui, tout est trompé. Vous savez, à ce moment-là, on avait un dispositif que les peintres étaient vraiment friands. On appelait camera obscura, la chambre obscure. Donc, on perçait un trou dans une chambre qui était une boîte bien fermée. Dans le trou, à une certaine distance, l'image était renversée. Alors, vous mettez une toile, vous commencez à faire les traits général, puis vous avez l'ensemble du portrait, du tableau. Alors vous mettez ça, vous le remettez ça, puis
Vous renversez ça, puis vous allez avoir les traits généraux du tableau. Ça va vous aider à bien faire votre tableau, votre peinture. Ce qui est la représentation juste en bas à gauche ici, c'est ça? Oui, c'était la chambre obscure. Mais comme Galilée était un savant un peu fou, au lieu de regarder la belle nature, il va tourner ça, voir le soleil. Mais oui, évidemment. Encore une fois, l'aurore. Qu'est-ce qu'il voit? Est-ce que le soleil est vraiment parfait? Mais non. Il regarde et il voit, à sa grande horreur, stupeur, toute pleine de taches. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut qu'Aristote s'est trompé encore une fois, et avec la lune, et avec le soleil, et c'est rien de parfait ce qu'on voit, ce qu'on peut constater? Ça, c'est la première surprise. Mais bon, les choses ne sont pas au rendez-vous toujours autant qu'on les attend. Mais au moins, les choses tournent autour de la Terre. Jusqu'au moment où il regarde la trajectoire de Jupiter. Puis il commence à voir des petits trucs qui dansent autour de ces géants. Ben, il ne savait pas que c'est une géante gazeuse. Mais il y a des affaires qui tournent, qui dansent autour de ça. Mais c'est quoi ça? Puis quand il regarde, il voit des lunes. Mais voyons donc. Donc ce n'est pas tout qui tourne autour de la Terre. Il y a d'autres étoiles qui ont leur propre système, leur propre satellite, comme nous avons la Lune. Alors, est-il possible que la théorie de Copernic soit vraie? Maintenant, il faut que vous sachiez une chose. L'Église a confié à Galilée d'investiguer cette affaire. Au début, il s'est approché avec dégoût. Ça ne se peut pas qu'une telle hérésie arrive, mais parce qu'on m'a confié cette tâche, il faut aller au fond des choses. Il va faire ça à la scientifique avec les meilleurs instruments de l'époque. Puis à sa grande surprise, il va découvrir que peut-être qu'il n'a pas nécessairement tort. Il va approfondir cette affaire, il va faire des calculs. C'est pas tout à fait fou. Hein? Et il commence à avoir des pensées, des sympathies envers cette théorie, jusqu'au moment où il va décider peut-être d'aller plus loin et de développer quelque chose qui a de l'allure. Maintenant, vous devrez savoir que l'Église catholique, d'un côté, elle était formellement contre ce genre de théorie, mais au niveau des discussions entre les amis, entre les cardinaux, le futur pape, lui aussi, il était ouvert à ce genre de discussions. Cela avait plus de sens. Bon, la dogme dit ce qu'elle dit, mais vous savez, la dogme, c'est l'Église qui l'a fait. Alors, nous nous penchons à ça, nous discutons, on prend notre temps. Sauf que Galilée, parce qu'il est Galilée, au lieu d'écouter ce qu'on lui a dit, de ne pas aller qu'au moment quand le pape lui va donner le go, au lieu de faire ça, il prend de l'avance, il dit ma vieillesse s'approche, il faut quand même que je mette mon sceau sur cette théorie, alors que je fais preuve de leadership dans le monde scientifique. Le pape, il s'arrangea avec ses affaires, moi, je suis le pape de la science, voilà, qu'il s'arrange chacun dans son coin. Ça, c'est une gaffe que Galilée a fait. Pas parce que le pape n'était pas son ami, c'était son protecteur, c'est lui qui lui a fait du bien. Okay? La manière qu'il a faite, c'était pas tout à fait respectueuse. C'était pas méchant jusqu'au bout, mais c'était pas respectueuse. En tout cas, il n'a pas respecté les consignes. Le pape était mis dans une situation pénible parce que sous le dos de Galilée, ils se sont mis les jésuites, et pas seulement pour la question du modèle héliocentrique, mais aussi pour la question des atomismes, probablement, qui était encore plus grave. Alors, le pape ne va pas aller jusqu'à saillir ses mains, arracher Galilée des dents de cette inquisition, donc il va les laisser se faire éclabousser. Oui. On va l'épargner un peu, mais vous allez voir, on lui a passé tout un savon. Puis, parce qu'il n'était pas un méchant
protestant, il va signer un accord, il va signer une confession parce qu'il est dans le bon camp des catholiques. Puis il va dire, après avoir été averti que cette doctrine, ça veut dire l'héliocentrisme, n'est pas conforme à ce que disent les Saintes Écritures, et by the way, nulle part dans les Saintes Écritures ne dit que le soleil, la terre est à milieu du tout. Ça a l'air de ça, mais il ne dit pas franchement. Pourtant, l'Église disait ça. Alors, si l'Église dit ça, c'est parce que les Saintes Écritures disent ça. Okay. Donc, après être averti, j'ai écrit quand même, et j'ai publié un livre dans lequel j'ai traité cette doctrine condamnée et la présenté par des arguments très pressants, sans la réfuter et en aucune manière. C'est pourquoi j'ai été tenu pour hautement suspect d'hérésie, pour avoir professé et cru que le soleil aurore est le centre du monde et sans mouvement, et que la terre n'est pas le centre. Et c'est mieux. J'abjure et je maudis d'un cœur sincère et d'une foi non freine mes erreurs. Maintenant, je ne sais pas si c'est d'un cœur sincère, mais il n'avait pas de choix de le faire. Comme un bon catholique, il a signé tout ça en espérance, dans l'espoir de la clémence de l'Église, et l'Église a monté un peu sa clémence en le laissant en vie. Il n'est pas un Giordano Bruno qui a commencé à dire des invectives par rapport à l'Église au pape. Non, il était Galilée, un fils obéissant de l'Église. Est-ce qu'on peut comprendre maintenant pourquoi Copernic a attendu, je pense, avant de publier? Il a été plus sage, oui. Il a non seulement attendu, il a publié posthume. Ouais. C'est autre chose. Ouais, c'est tout à fait autre chose. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Il sachait ce qui s'en vient, alors que Galilée était d'une nature plus impulsive. Cela l'a aidé beaucoup, mais pas toujours. Alors, d'autres scientifiques de son temps, c'est sûr, ce sont des méchants protestants. Johannes Kepler, qui va faire la succession d'un autre astronome dans le royaume de Suède. Parmi les Suédois, c'est un Allemand, c'est un protestant qui s'en vient dans un pays qui était plutôt catholique. Alors le roi catholique l'accueille, quelle horreur! Ce roi a été véhément critiqué de manière véhémente par le pape d'avoir accueilli une telle espèce d'individu. Ce qu'il fait, Kepler, il va donner raison à Galilée. Il a dit, mais Galilée, tu avais raison. Est-ce que Galilée avait besoin que quelqu'un comme un protestant lui dise qu'il avait raison au moment qu'il a signé ça? Non, il n'avait pas besoin de ça. Mais Kepler, il ne tient pas compte de politique, il voit ce qu'il voit. Alors, il commence à faire ses calculs, puis il arrive avec les 3 lois de Kepler. Ces lois vont servir à nul autre que Isaac Newton, qui, dans son livre, qui est une des plus grandes livre de l'humanité qui s'appelle Principia Mathematica, c'est la loi, là où on présente la loi universelle de la gravité. Alors, en se basant sur les lois de Kepler, qui à son tour a basé ses travaux sur les travaux de Galilée. Donc, quand on parle de Galilée, on parle d'un géant de la science, quelqu'un qui a fait des gaffes politiques, parce qu'il n'était pas un politicien, mais c'est lui qui a aidé énormément, non seulement la science, mais aussi le mouvement de la Renaissance, a aidé un peu l'Église aussi de passer un peu au-delà des théories scientifiques. Malheureusement, on n'a jamais appris de nos erreurs. On a ici d'autres qui se sont préoccupés par des affaires qui concernent le ciel. On a la nébuleuse solaire qui a été promouvée. Puis, dans l'heure du temps, on a cette genre de discussion qui est une anecdote. Semble-t-il que le marquis, Pierre Simon, marquis de Laplace, s'est fait poser, après avoir publié un livre, s'est fait poser une question. Le livre s'intitulait La mécanique céleste, et celui qui pose la question, c'est Napoléon. C'est une anecdote,
Napoléon aurait questionné le marquis en lui posant cette question. Comment vous donnez les lois de toute la création et dans tout votre livre, vous ne parlez pas une seule fois de l'existence de Dieu? Hein? Comment ça se fait? Et Laplace répond, Sire, je n'avais pas besoin de cette hypothèse. Vous comprenez? C'est dans l'air du temps. Quand on n'a pas besoin de cette hypothèse, Dieu c'est une hypothèse, la science n'a pas besoin de Dieu. Vous comprenez un peu où est-ce qu'on est rendu. Alors, on répète un peu pour ne remettre sur nos rails où est-ce qu'on s'en va. On a l'atomisme, où le changement dans la matière est dû à des combinaisons infinies des atomes. On a de l'autre côté l'aristotélisme, avec la théorie des 4 éléments, plus l'éther. Puis on commence à avoir des gens qui montrent leurs dents, qui font de plus en plus impatients par rapport à ces genres qui sont plutôt des inepties. On ne le voit pas, on ne constate pas ça dans nos expériences à nous. Alors, une d'eux, c'est Étienne de Calve, qui est un médecin, un peu alchimiste, hein, mais qui se penche sur la question d'Aristote versus la théorie des atomistes. Alors, il va essayer de promouvoir l'atomisme, il va essayer de donner des raisons. On peut tenir dans du scotch tape, là, ça ne tient pas toujours à la route, mais quand même c'est un début. On a aussi un peu plus tard ce monsieur qui était une figure de l'Église, mais qui a défendu bec et ongle les thèses de Galilée. Il a ressuscité la philosophie d'Épicure et Démocrite avec l'atomisme. On le soupçonnait un peu d'hérésie, mais lui, il a toujours maintenu son visage religieux, mais un peu subversif, on voit. Et ça va être juste plus tard qu'on va avoir une vraie théorie atomique par John Dalton, qui va définitivement clarifier une fois pour toutes ce que ça veut dire l'atomisme et va mettre dans des lois. Hein. Les atomes sont composés d'un seul et unique type, ils sont immuables et indestructibles. Qu'est-ce que ça veut dire immuable? Ils disparaissent pas, ils ne meurent jamais. Hein? Ils peuvent se combiner en structures plus complexes en suivant 3 lois. Alors, c'est la loi de Lavoisier, la loi de Proust et sa loi lui. Alors, la conservation de la masse, les proportions des masses restent définies, les proportions multiples sur les rapports de masse, elles aussi. Alors, bon, c'est une théorie, ça a l'air aride, mais cela a mis les bases conceptuelles scientifiques. Bon. Peut-être une petite explication je pense que la première règle était assez intuitive, mais peut-être les 2 autres, si on peut les expliquer un peu plus simplement. Si tu veux, oui. Les proportions restent définies, donc on parle de matière qui, en gros, si on a une quantité d'atomes d'un bord et une quantité d'atomes de l'autre, ces proportions-là ne vont pas changer à travers le temps tant qu'il y a une conservation de ces atomes-là. Et les proportions, donc, se multiplient par rapport à la masse. Donc, la masse est proportionnelle au nombre d'atomes en tant que tel. D'accord. Oui, ça a l'air simple, mais pour son temps, c'était révolutionnaire. C'était vraiment une révolution scientifique dans le monde académique. Alors, on a l'atomisme avec son changement dans la matière qui est dû à leur combinaison infinie des atomes. On a l'aristotélisme avec la théorie des 4 éléments. Pourquoi est-il important? Parce qu'on avait dans la doctrine catholique une doctrine qu'on appelle la transsubstantiation. Qu'est-ce que cela veut dire pour le commun des mortels? Hein? Ça veut dire que l'Église est capable de transformer l'hostie, ça veut dire le pain de communion et le sang, le vin, dans le corps de Christ et dans le sang de Christ. Il devient le vrai corps et le vrai sang. Alors, on a eu une querelle théologique, les protestants ont posé des questions, ils ont dit, que donc, êtes-vous des sorciers, vous autres? Vous transformez ça sur place? Et eux, ils ont dit non, parce que la matière, telle la science d'Aristote, la matière a un potentiel intrinsèque de changement. Alors, il est tout à fait possible que la matière se transforme par la grâce que le prêtre a reçue de la part de Dieu. Et c'est quoi ça veut dire intrinsèque? Intrinsèque, ça veut dire que c'est ce potentiel
appartient, c'est dans les caractéristiques de la nature. Ça vient dans le même paquet avec ce genre d'éléments. Ils ont ce potentiel en eux-mêmes. OK. Et parce qu'ils ont ce potentiel, nous, on fait juste opérer le potentiel, mais c'est rien de sorcier. Ils ont déjà ce potentiel. OK. Donc, il n'y a rien de sorcier dans ce qu'on fait, c'est de la science. Mais quand le modèle atomiste commence à émerger et on voit clairement comment les choses se déroulent, tout ça s'écroule. Donc, c'est vrai que l'Église va se réfugier dans sa dogme en renonçant à ses prétentions d'être scientifique, mais bon, tu sais, on voit un autre moment où l'aristotélisme est mis à l'écart. Tout d'abord, on a vu au niveau de la cosmologie, maintenant au niveau de l'atome. Qu'est-ce qui arrive donc dans le niveau de la biologie? Je ne sais pas combien parmi vous connaissent le monsieur Jean-Baptiste de Lamarck. Lui, il n'était pas du tout le genre de politicien opportuniste que le marquis de Laplace était. Okay? On s'entend, il a toujours été l'individu qui a été mis à l'écart. Il n'a pas réussi à avoir une carrière brillante dans la République française. On a tout essayé, il a tout essayé. Malheureusement, c'est juste ses écrits qui ont survécu. Qu'est-ce qu'il disait? Ben voilà, l'aristotélisme disait une chose simple. L'état des débris, les cadavres, les flaques d'eau sont capables d'engendrer par elles-mêmes de la vie. On voit que selon les souris qui arrivent, des larves, des insectes qui se forment là-dedans, c'est la même chose dans les flaques d'eau. On a une terre qui arrive, tout d'un coup on a une grosse pluie, une flaque d'eau qui se forme. Dans quelques jours, une semaine, 2, 3, vous avez de la vie dedans. Elle n'était pas là. Donc il y a un principe dans ce monde qu'on appelle la génération spontanée. La matière génère de manière spontanée la vie. Ça, c'est la première chose. Une autre chose, c'est ce qui va devenir plus tard le principe du vitalisme. Lui, il dit, il ne s'exprime pas dans la manière des vitalistes qui seront plus tard. Il va dire ça de manière plus simple, pas nécessairement articulée du point de vue philosophique, mais juste utilitaire. Il va parler de la force vitale, oui. Juste poser une question rapidement. Il me semble que la génération spontanée, d'amener ça de cette façon-là, c'est un petit peu... en fait, c'est éviter de répondre à la question puis de vraiment comprendre ce qui se passe. On fait juste constater qu'il y a des choses qui apparaissent. Oui. Puis ils n'étaient pas là, ils apparaissent. On ne casse même pas la tête à essayer de découvrir plus loin que ça. On fait juste donner un nom à ça. Puis dire, voilà, c'est ici ou quoi? Oui, il y en a qui ont essayé. Réfléchir que ça, quand même. Oui, il y en a qui ont essayé. Bon, c'était pas concluant. Okay, on n'avait pas l'instrumentaire, les bases conceptuelles n'étaient pas assez développées. Alors, pour le moment, c'est tout ce qu'on voyait. Ils n'étaient pas là, ils arrivent. Comment est-ce qu'ils ont arrivé? Ils n'étaient pas là. Alors, c'est une génération spontanée. Okay. Ils émergent. Okay. Alors, l'idée que la matière émerge spontanément, de la matière inerte émerge spontanément la vie, elle est vieille comme l'aristotélisme. Okay. Ça vient de l'Antiquité. Hein? On peut penser, par exemple, à quelqu'un qui essaierait de faire une expérience. Il mettrait beaucoup de terre dans une boîte, qui mettrait un peu d'eau et qui essaierait de regarder ce que ça donne. Considérant qu'on n'avait pas les connaissances bactériennes ou toutes les connaissances qu'on a présentement par rapport à la vie, ça se pourrait très bien que de la vie soit générée de là, même si techniquement, on sait maintenant que c'est pas vraiment la vie qui est générée. Avec les matériaux de l'époque, ce serait très difficile à démontrer. OK. Autrement dit, on ne peut pas juger la science de ce temps-là avec notre science en nous. La science est quelque chose qui évolue avec nos méthodes et nos instruments d'investigation. À ce moment-là, c'était ça. C'était, du point de vue de l'équipement conceptuel, de l'équipement de laboratoire, c'était la meilleure explication. Donc, lui, il va propulser une espèce de proto-vitalisme. Il va dire qu'il existe une force vitale qui se rajoute aux lois de la matière pour former des êtres vivants. Et c'était absolument cohérent avec la meilleure science de son temps. Alors, on parle de l'aristotélisme en biologie. Lui, il constate une adaptation sous l'influence directe du milieu. Okay? Il dit la fonction crée l'organe et c'est même aujourd'hui qu'on a ce dicton.
on a cette transmission héréditaire des caractères acquis que Aristote aurait observé pour la première fois. Il va les exposer, Lamarck va reprendre ça. Donc on a une adaptation sous l'influence directe du milieu, on a une transmission héréditaire. Non, on reprend. Parce qu'on a d'abord l'émission de la vie de manière spontanée, de la matière inerte. Après ça, cette matière, elle s'adapte sous l'influence du milieu. On va transmettre aux prochaines générations les caractères acquis. Puis voilà comment la vie est apparue. Donc tout est un mouvement de développement, de progrès continu. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, Jean-Baptiste Lamarck, il a trouvé une oreille très attentive au-delà de la Manche. Okay? Au Royaume-Uni, quelqu'un qui était connu surtout pour ses conquêtes amoureuses, extra-conjugales, qui porte un nom que il pourrait être un peu quand même connu. Il s'appelle Erasmus Darwin. Je vous donne un indice, c'est le papa de Darwin. Ok, bon. Ok, donc un grand coureur de jupons, mais qui était intéressé par la science parce que par sa profession, il était médecin. Okay? Donc il écoute très attentivement ce que Jean-Baptiste de Lamarck dit. Il met ça par écrit, puis la famille baigne un peu dans cette atmosphère que Lamarck commence à créer autour de la vie de la biologie. Comme on a vu, tout vient dans le fond de l'aristotélisme. On le met dans la meilleure science du moment. Alors ça émerge cette théorie que la vie émerge et que les choses se déroulent vers une progression. Donc la famille Darwin hérite de cette théorie de Lamarck que eux ils chérissent beaucoup. Alors, dans ce contexte, il y a un monsieur qui s'appelle Charles Lyell, qui était un chrétien, mais les chrétiens font des mauvais coups des fois. Lui, il voulait débarrasser la science de Moïse, au moins du point de vue de la géologie. Alors, il prend l'aristotélisme dans la géologie, et Aristote, il a constaté que tout changement géologique est trop lent pour être observé pendant la vie d'une seule personne. Okay? Donc, ce qui se passe au niveau de la géologie, c'est lent. C'est lent. Okay? Puis, on a des lacs, des exemples de lacs desséchés. Donc, ça ne sèche pas comme ça, là, ça prend du temps. Il y a des déserts transformés par les rivières. Le fait qu'il y avait un désert, mais au moment quand une rivière commence à traverser ça, les déserts sont transformés. Ensuite, on a l'apparition d'une île suite à l'éruption du volcan du fond marin. Donc, on a cette apparition. Donc, tout ça, ça prend du temps. Okay? Si ça prend du temps, tous ces genres de trucs, regardez un peu autour de vous. Est-ce que vous constatez qu'il y a peu de choses ou beaucoup de choses qui se sont passées? Il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'elles sont à une petite échelle ou à une grande échelle? C'est une grande échelle. Alors, les mêmes choses qui opèrent aujourd'hui ont opéré dans le passé. C'est le bon sens qui nous dit ça. Alors, est-ce que ça prend peu de temps ou beaucoup de temps? Mais ils ont dit, étant donné l'échelle auquel on fait référence, tout se passe dans une échelle de temps immémoriale. Ce sont des éons de temps et non pas des milliers d'années. Alors, on se débarrasse des dites d'un certain Moïse avec son écrit concernant la Genèse, puis ses affaires concernant le déluge. On oublie tout ça, on base tout sur les méthodes scientifiques. Parce que, regardez, les choses se déroulent avec du bon sens, comme aujourd'hui. C'est ça. Donc notre univers devrait avoir du bon sens. Est-ce que c'est vrai finalement? Plus tard, on va découvrir que ça n'a pas de bon sens, mais bon, ça c'est une autre discussion. Mais avec les informations dont il disposait à l'époque, c'était une théorie où il pouvait avancer ça avec... Oui. Il n'avait pas peur d'avancer ça. Tout est cohérent du point de vue scientifique. On ne peut pas blâmer pour avoir tiré cette conclusion. La science, c'est la meilleure explication logique de ce qu'on observe. Okay? Alors, ce qu'il constate, c'est que les changements
de la surface de la Terre dans le passé ont eu des causes qui opèrent actuellement. Donc, c'est le même rythme dans le passé qu'on constate aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est lent. Parce que c'est même Aristote, le papa Aristote, qui nous dit comment ça se passe et on constate. Donc, il y a de bon sens dans tout ça. On constate que, étant donné le volume, l'étendue de ces transformations, tout a pris des énormes laps de temps. On parle des éons et non pas des milliers d'années, selon Charles Lyell. Puis, autre chose, il regarde les couches géologiques, puis il développe une science formidable qui a son début avec lui. Donc, on a une pionnière, c'est lui le père de cette science qu'on appelle la stratigraphie. C'est que les fossiles qui vont apparaître à différentes périodes de temps vont se comporter un peu comme un album de famille. Et je vais vous dire comment. Donc, la première image, c'est votre grand-père décédé. L'image qui est en dessous de lui, c'est votre arrière-grand-père. Puis en dessous, c'est votre arrière-arrière-grand-père. Ainsi de suite. Donc, tout ce qui est plus près de vous, c'est plus près dans le temps. Donc, c'est plus près de chez nous, de notre temps en nous. Plus que ça avance, plus que c'est vieux, n'est-ce pas? C'est le principe de l'album de famille, okay? Arrangé par les générations qui se sont succédées avec le grand-papa en première page. Okay? C'est exactement ce que lui... Les fossiles qui sont plus près de la surface sont les moins anciens. Ceux qui sont le plus par en bas sont les plus vieilles. Okay? C'est la logique, c'est le bon sens. Okay? Parce que, n'est-ce pas, tout s'est passé dans des énormes laps de temps. C'est sûr qu'on a une autre vision qui est proposée par les créationnistes, mais on s'en fout des créationnistes. Regardez le consensus scientifique d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'en débarrasser d'une minorité bruyante et un peu trop dogmatique qui prend trop au sérieux des écrits de quelques milliers d'années? Quand on parle des laps de temps, des ondes de temps, on passe à autre chose. Hein. On a donc Charles Lyell, Erasmus Darwin, Lamarck, qui tous les trois, mais on a manqué par exemple l'image d'un célèbre économiste qui a lui aussi influencé, Charles Darwin. Okay? On a des énormes laps de temps, les écrits de Lamarck qui lui parviennent à travers son papa, puis lui il commence à tirer des conclusions par rapport à ça. Des laps énormes de temps, on crée le registre fossile. Ce sont des cadavres qui ont devenu fossiles, qui à travers le temps ont laissé la diagramme du temps, des éons de temps. Donc on constate une évolution par la sélection naturelle. Quand on fait la sélection, nous, des brebis, des chiens, ainsi de suite, des chevaux, mais nous, on le fait de manière artificielle. Mais la nature est capable de faire la même chose avec les espèces. Donc, il a constaté qu'il existe une sélection naturelle et forcément, on a retenu les meilleures espèces qui se sont mieux adaptées au climat et ainsi de suite. Maintenant, il va postuler le fait que l'évolution part d'une seule ou quelques ancêtres communs. Et pour lui, il était important pour s'opposer au commerce des esclaves qui pensaient que les esclaves viennent d'une autre souche qu'Adam. Ils sont sortis d'un autre singe aux autres. Tandis que nous, on est un singe plus évolué. Okay? Et lui, il dit non, attendez, on a la même souche. Okay? Parce qu'il vient d'un background chrétien, il a toujours été un chrétien, sauf jusqu'à la moitié de la vie où il a commencé à cause de toutes sortes de problèmes, il a commencé à délaisser tout ça, devenir théiste. Maintenant, l'évolution part d'un seul ancêtre commun et il souillit un peu ce genre de truc. Pourquoi? Parce que la vie émerge spontanément par hasard. La cellule elle-même, elle est quelque chose de simple. Hein? C'est une structure gélatineuse, aussi simple que ça. C'est la brique de la vie.
quelque chose de simple. On a cette génération spontanée, n'est-ce pas? Donc, la vie est meilleure simplement. Yeah. On a le début du vitalisme qui dit que, voilà, on a un principe qui s'ajoute à la matière et qui fait en sorte que les choses simples deviennent de plus en plus complexes, mais dans le fond, les choses sont simples à la base. Les cellules sont simples. Les tissus sont formés par des choses simples. C'est pas si sorcier que ça. Donc, tout est cohérent, les concepts se tiennent, tout est beau, voilà là, une belle science. Livrer un paquet, bien emballé, avec une belle propagande, tout est beau, puis voilà l'évolutionnisme. Il va bénéficier d'un appui de taille parce que Charles Darwin a attrapé une bibite dans les jungles, dans quelque part en Amazonie, je pense. C'est une mouche littéralement qui l'a piqué. Okay? Puis, dans les conditions de stress, il avait des douleurs terribles d'intestin, d'estomac, je ne sais pas, mais il n'était pas capable de soutenir des conférences à la manière un peu comme on fait aujourd'hui à cause du stress. Ce stress, ça lui causait énormément de problèmes. Mais, M. Huxley, qui était un homme qui a forgé son propre destinée, qu'on l'appelait le bulldog de Darwin, il n'avait aucun problème avec le stress. Eh ben, oui, il était le maître du stress. Il provoquait le stress aux autres. Okay. Donc, puis c'est pas seulement parce que ses apparitions publiques étaient mordantes. C'est pas seulement pour ça qu'on l'appelle le bulldog de Darwin. C'est surtout parce que il a fondé un club qui s'appelle le Club X. X vient de 10. Oui? Ce sont 10 personnes, 9 font partie de Royal Society, la Société royale, l'Académie des sciences britanniques. Alors, ce club va prendre un peu le dessous, parce que leur agenda, c'est de changer tout simplement la façon dont la Société royale faisait les affaires. Et ils décident de décerner à Darwin une des plus prestigieuses médailles, c'est la médaille Copley. Puis, eux, ils ont devenu les actionnaires majoritaires d'une prestigieuse périodique. Probablement quelques-uns parmi nous le connaissent. C'est la revue Nature. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est l'étoile du matin du monde scientifique dans ce temps-là. OK? Et ce périodique va s'orienter de manière à soutenir la théorie d'évolution. Ils se sont donné les moyens de propagande pour la nouvelle théorie qui émerge. Alors voilà, c'est assez mordant, merci, un vrai bulldog. Mais ça, on n'a pas achevé l'agenda tant aussi longtemps qu'on n'impose pas M. Huxley à plusieurs reprises comme président de la Royal Society. Donc si vous voulez faire de la science, vous avez ce modèle qui a toujours fonctionné. Donc vous dites maintenant que la science avance par le consensus, et voilà de quelle manière on forge le consensus. C'est bien, hein? Ok, donc on a l'aristotélisme dans la biologie qui vient en première instance avec la génération spontanée. On a une force vitale qui s'ajoute à la matière, qui forme les organismes vivants, qui, eux, ils produisent leur propre substance. On n'est pas capable, non, de produire ce que la force vitale en faisant équipe avec la matière est capable de faire. Vous ne pouvez pas fabriquer les fluides vitaux de ce genre de couple, force vitale et matière. Vous n'êtes pas capable. Donc il n'est pas possible de faire cette synthèse de fluide vital. Jusqu'au moment en 1828, un monsieur qu'on appelle Friedrich Wöhler, j'aime beaucoup ces figures parce que il dit on n'est pas capable, voyons. Ce qu'il fait, il va combiner le cyanure d'argent avec la chlorure d'ammonium. Ça va lui donner une substance qui lui disait quelque chose. Pourquoi? Parce que son papa était vétérinaire, lui aussi était un étudiant en médecine, puis il y avait une odeur dans le produit qui ça lui disait quelque chose. C'était quoi? Puis finalement, il découvre qu'il s'agit de l'urée, parce qu'on avait synthétisé déjà l'urée à partir de l'urine. Donc voilà, on est tout à fait capable de faire la synthèse d'un fluide vital. Alors, dans l'aristotélisme de la biologie,
qui avait une place large pour le vitalisme, l'aristotélisme reçoit à nouveau une tuile sur la tête, mais cette fois-ci assez costaude, hein, qui va faire en sorte que, tranquillement, pas vite, on va essayer de se débarrasser surtout du vitalisme, mais à travers le vitalisme, de l'aristotélisme dans la biologie, tout au complet. Sauf peut-être la génération spontanée qu'on trouve encore intéressante. Okay? Bon, on a la génération spontanée, l'apparition des êtres vivants à partir de la matière inanimée. Aujourd'hui, on a encore cette théorie sous la forme de la théorie de la biogenèse. Il y en a qui vont sauter 3 pieds en l'air en disant mais ça c'est du sacrilège de mettre à côté de la conception de la biogenèse, de la génération spontanée. Mais si vous regardez de plus près, c'est le même principe. La vie émerge spontanément à travers, je ne sais pas comment, mais finalement ils émergent de la matière inorganique. C'est la même chose. C'est pas au même format, mais l'idée c'est pareil. Non, on regarde pas la flaque d'eau avec les rats et les mouches sur les fruits, mais on recule plus loin. Ouais. Puis il y a quand même eu à un certain moment une certaine forme de génération spontanée. Oui, on ne renonce pas nécessairement à l'idée tout ensemble. Donc, au début, la vie est émergée de façon spontanée. Ça, on prend ça. Hein? Alors, à la fin autour du XXe siècle, c'est le moment où la vision du monde a changé. Okay? Parce que c'est comme ça que l'athéisme et le matérialisme et le naturalisme fait sa place de manière très confortable dans le monde académique. Il devient la ligne de pensée dominante. Pourquoi? Parce que l'univers est un mécanisme aveugle qui fabrique la réalité et que lui, il existe depuis toute une éternité. À travers l'éternité, il y avait plein de temps pour fabriquer ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a plein de temps, par des interactions aléatoires. Donc, on ne s'étonne pas que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de cette manière. Ça vient depuis toute une éternité. Étant donné que l'univers est éternel, il n'a pas été créé. S'il n'a pas été créé, il n'a pas besoin d'un créateur. C'est simple. Au-delà de ça... Daniel, oui? J'ai une question pour toi. Tu dis justement que ça a été un moment là, charnière là, où la vision du monde a changé. Puis si on peut reprendre un petit peu l'image que tu donnes en parlant du retour du balancier, quand on va se diriger vers là, mais là on parle de l'abandon de la pensée théiste. On se situe où à peu près dans le balancier à ce moment-ci? Oui, donc on a eu 2000 ans du théisme. Cela nous a amené dans l'autre extrême qui est la pensée matérialiste et naturaliste. Et maintenant, on va voir plus tard ce qui se passe. Okay? Donc, avant de dire, c'est que on est d'un extrême à l'autre. Dans le théisme, tout est justifié par Dieu, tout est fait, les espèces, les nouvelles, toutes sortes de diversités de formes dans la même espèce est fabriquée par Dieu, et il n'émerge pas. Ça, c'est un extrême. Un autre extrême, c'est que non, tout est venu par hasard. 2 extrêmes. OK? Les lois de la nature, ça, c'est intéressant. Et c'est vraiment important ce qui se passe ici. Probablement, on va passer vite, mais ça va donner la naissance des idéologies telles que le marxisme. Parce qu'on perçoit les lois de la nature comme étant orientées toujours vers un progrès. Et ce progrès amène de l'amélioration. Toujours quelque chose de plus en plus bien fait. Et regardez ce qui se passe autour de nous. Regardez les effets du progrès. Le progrès, c'est quelque chose de bon. Bon, alors c'est ça l'ère de temps. Qu'est-ce qui se passe avec le Doctore Angelicum? Il n'a plus sa place. Bon, maintenant, on est... Vous rappelez, je sais que tu l'as mentionné déjà plus tôt dans la présentation, c'était quoi la place du Docteur Angelicum? Est-ce que tu peux nous le rappeler? Quelle place il avait? Oui, le Docteur Angelicum, c'était que lui, il a pris l'aristotélisme. Il a fait la promotion dans le monde chrétien. Le monde chrétien s'est aligné avec l'esprit académique antique. Et tout d'un coup, le christianisme se met à devenir académique.
Alors, en présent, la philosophie grecque, on l'intègre dans les dogmes de l'Église et on la prend pour la source d'inspiration divine, qui est une inspiration éternelle, immuable à travers le temps. Mhm. On apprend ça même aux anges. Peut-être ils ne savaient pas. Okay. Mais plus tard, on s'est rendu compte que Aristote était dans le champ et le docteur Angelicum lui aussi. Alors les anges vont devoir refaire leur devoir, malheureusement. Et avec ça, moi, je finirai ma deuxième partie pour donner laisser le temps de respirer à notre auditoire parce qu'on a encore du stock qui s'en vient. Oui. Ben, on balance justement. On est en train de balancer là. Oui. Puis on est à notre deuxième de trois parties. Oui. Donc il nous reste une troisième partie de ta présentation. Oui. L'abandon de la pensée théiste et le retour du balancier. Oui. Et puis Daniel, justement, avant de laisser les auditeurs aller pour cette partie, nous donner un bref aperçu de la troisième. Bref aperçu. Bon, qu'est-ce qui se passe à partir du 19e siècle avec la pensée athée, matérialiste, naturaliste? Est-ce que les choses vont de bien train? Bon, ça a l'air que ça va bien, tout est bien implanté, sauf qu'il y a des fissures conceptuelles qui s'installent de plus en plus, et ça ne nous étonne pas. Ça arrive assez souvent dans le monde scientifique. Sauf que on se confond, cette fois-ci, non pas avec un dogmatisme religieux, mais avec un autre type de dogmatisme, qui est dans le fond la nature humaine, qui n'est pas capable de faire face au changement, surtout quand cela coûte cher. Ouais. Mais ça, on va discuter ça plus tard. On va découvrir ça. Ouais. Merci Daniel pour la deuxième partie. Encore une fois, merci à Marc Vicuna. Merci. Et merci à Sébastien Roy-Lavallée. Et surtout, merci à vous qui êtes à l'écoute. On espère que c'est enrichissant pour vous et que vous allez être évidemment là pour la troisième partie. C'est à ne pas manquer. Vous êtes sur la chaîne de Vers Jésus. On vous invite à vous abonner et à nous voir dans la prochaine émission.